On va se plonger aujourd'hui dans un rapport spécial de l'éco-business. Ah oui, Ouais, ça se concentre sur l'économie algérienne, depuis les... depuis les manifestations du Chirac en 2019. Intéressant. Et la grande question, c'est de savoir si l'espoir initial de changement s'est traduit par une amélioration économique tangible, ou si l'économie reflète encore des contraintes importantes. C'est notre sujet aujourd'hui. On va décortiquer ça ensemble. Exactement. On va se baser sur leurs articles. Lequel en particulier qu'avant? Algérie 2019-2025, le tournant économique manqué. D'accord. Et des analyses d'Abdelghani El Arras. Parfait. Et l'éditorial de l'éco-business ne mâche pas ces mots, hein. Bah bon, hein? Il parle carrément d'un tournant économique manqué. Ce qui est fascinant ici, c'est ce sentiment que l'Algérie est à un moment critique, mais apparemment bloquée, Bloqué comment qui? prise dans un cycle de ce qu'ils décrivent comme de la méfiance et de la dépendance. Dépendance est un mot fort. Oui, surtout quand on voit que 86% des exportations proviennent encore des hydrocarbures. C'est énorme. Après tout ce temps, toutes ces discussions sur la diversification. Ce chiffre est révélateur. Qu'est-ce que ça dit vraiment sur les progrès réalisés? Ça met en évidence ce que le rapport appelle l'illusion de la diversification économique. On voit ces annonces présidentielles ambitieuses. Oui. Ces projets phares comme l'usine Fiat à Tafraoui. Qui devrait produire 10 000 véhicules par an d'ici 2026. Exactement. Et les extensions ferroviaires. Mais si on relie ça à l'ensemble, leur impact sur l'économie globale semble marginal. Oui, c'est vrai. Le fait que le secteur manufacturier contribue encore à moins de 6% du PIB souligne vraiment ce point. On peut se demander où est le vrai changement. Tout à fait. On entend parler de cette augmentation des exportations hors hydrocarbures, Oui. de 2 milliards de dollars à 5 milliards de dollars entre 2019 et 2023. À première vue, ça semble être un mouvement positif. Oui. Mais c'est un véritable renversement de situation. Ou juste une fluctuation mineure dans l'ensemble, étant donné la domination écrasante du pétrole et du gaz. C'est la question cruciale. Et ça nous amène directement à ce que le rapport identifie comme le talon d'Achille de l'Algérie. Les hydrocarbures. Exactement. Ces chiffres que tu as mentionnés, 86% des exportations, 47% des recettes budgétaires, 14% du pays. Ça dresse un tableau assez sombre de la dépendance persistante. Oui. Ce qui ressort, c'est la vulnérabilité inhérente au choc extérieur. Tu te souviens de l'impact de la pandémie de 2020 sur les investissements de Sonatrach. Bien sûr. Ça a vraiment mis en évidence les risques. Absolument. Et le rapport évoque également la stagnation de la production de pétrole et de gaz elle-même, ce qui est préoccupant. Couplé au vieillissement des infrastructures et aux complexités des partenariats internationaux. Je pense au rapport sur les demandes d'allègements fiscaux d'ExxonMobil, par exemple. Hmm. Qu'est-ce que ça nous dit sur le climat d'investissement actuel? Ça suggère un environnement difficile. Le rapport souligne subtilement la loi de 1971, favorisant Sonatrach comme un facteur potentiel, D'accord. alors que son objectif était d'affirmer le contrôle national. Et- Elle pourrait par inadvertance limiter l'attractivité pour les investissements étrangers. Et le transfert de technologies cruciales nécessaires à la diversification. Exactement. Et la récente baisse des exportations de gaz en octobre 2024. Un autre indicateur, les choses ne sont pas nécessairement sur une trajectoire ascendante. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a frappé comme un véritable paradoxe. Oui. L'immense potentiel de l'Algérie en énergie solaire. Ah oui. Plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, C'est énorme. avec 80% du pays recouvert par le Sahara. On pourrait penser qu'il serait un leader dans les énergies renouvelables. Logiquement, oui. Mais le rapport dresse un tableau très différent. En effet. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste saisissant avec la réalité de l'adoption des énergies renouvelables. Moins de 2% du mix énergétique prévu pour 2025. Oui, le programme Tafuk 1, ce projet solaire ambitieux de 4000 milliwatts, qui est au point mort, symbolise vraiment ce retard. Si on relie ça à l'ensemble, la domination de la rente pétrolière et gazière semble être un obstacle majeur, qui freine les investissements dans les alternatives, alors même que la consommation d'électricité domestique est en plein essor. Elle croît à un rythme significatif de 6 à 8% par an. Ça pose la question. Pourquoi cette hésitation? C'est une excellente question. C'est presque comme si ce qui a historiquement alimenté l'économie empêchait maintenant son évolution. Oui. Et cela a un impact direct sur la vie quotidienne des Algériens. Le rapport utilise cet exemple puissant d'un poulet coûtant 10% du salaire minimum, le SMIC. Ça met vraiment les choses en perspective. Ça souligne le décalage entre le taux d'inflation officiel de 5,3% en 2024 Oui. et les augmentations de prix signalées sur les produits de base, souvent de l'ordre de 15 à 20%. Exactement. Pendant ce temps, les salaires n'augmentent que d'environ 1,5% par an. Cela soulève une question importante sur le pouvoir d'achat réel de l'Algérien moyen. Et la pression croissante sur les budgets des ménages. Tout à fait.
Le rapport évoque même la paralysie des coûts des soins dans les hôpitaux privés. Et la pression sur les hôpitaux publics. Ce sont des problèmes interconnectés. Le rapport se penche également sur certaines contradictions du modèle social, Lesquels? notamment cette politique d'indemnisation de 3 millions de chômeurs à hauteur de 70% du SMIC, Oui. sans exiger de travail. Quel est le raisonnement sous-jacent chez? Et quelles sont les conséquences potentielles selon l'éco-business Ebla? L'argument principal présenté est que si cette politique peut offrir un filet de sécurité sociale, elle encourage par inadvertance la dépendance et décourage le travail productif. D'accord. Cela pourrait expliquer, en partie, les difficultés que les entreprises rencontrent pour recruter. Intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est la mention de l'économie informelle florissante, qui fonctionne en grande partie en dehors de ces structures formelles. Et malgré cette indemnisation du chômage, le rapport suggère qu'elle a eu un impact limité sur l'immigration clandestine. Ce qui indique un niveau plus profond d'insatisfaction et de manque d'opportunités. Exactement. Passons maintenant à l'initiative Made in Algeria. D'accord. Cela semble formidable en théorie, stimuler la production locale et réduire la dépendance aux importations. Mais le rapport semble assez critique quant à sa mise en œuvre réelle. Ce qui est fascinant ici, c'est le décalage entre l'ambition et la réalité. L'usine Fiat de Tafraoui, encore une fois, sert d'exemple parfait. Alors qu'elle est présentée comme un succès, Oui, son taux d'intégration locale reste inférieur à 10%. c'est ça. Le rapport est particulièrement critique à l'égard de la pratique continue des importations déguisées par le biais de kits SKD-CKD. Essentiellement des unités démontées ou complètement démontées qui sont assemblées localement. Exactement. L'argument est que cela n'a pas conduit à une création d'emplois significative. Ni au transfert de technologies cruciales qu'une véritable politique industrielle devrait favoriser. Oui. Et il semble que les industriels nationaux expriment leur frustration, citant des problèmes comme la bureaucratie L'instabilité réglementaire. et le manque de financement des petites et moyennes entreprises, les PME. C'est ça. Alors que le rapport reconnaît certains progrès dans des secteurs comme l'acier, les engrais et le ciment. Oui, et l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. L'impact global sur la diversification de l'économie reste marginal. Oui. On peut se demander quels sont les véritables obstacles à la construction d'une base industrielle locale solide. C'est une question clé. Et le rapport fait allusion à plusieurs facteurs interconnectés, y compris la domination du comportement de recherche de rente associé au secteur des hydrocarbures, qui peut étouffer la concurrence et l'innovation dans d'autres industries. Maintenant, la relation entre l'Algérie et l'Union européenne semble être un point de discorde croissant. Ah, bon voyager. On parle même d'une possible guerre commerciale en préparation. D'accord. Quel est le cœur de cette tension, selon l'éco-business? Le problème fondamental découle des restrictions croissantes imposées par l'Algérie aux exportations et aux investissements européens depuis 2021. Si l'on relie cela à l'ensemble, la justification officielle de l'Algérie est de protéger la production locale et d'affirmer la souveraineté nationale. D'accord. Cependant, du point de vue de l'UE, ces mesures sont considérées comme des violations de l'accord d'association. En particulier en ce qui concerne la liberté d'établissement, la non-discrimination et la transparence. Exactement. L'initiative de l'UE d'engager des procédures de règlement des différends souligne vraiment la gravité de la situation. Et quelle est la conséquence de cette relation tendue? Le rapport mentionne le niveau relativement faible d'investissements directs étrangers attirés par l'Algérie, Seulement 1,2 milliard de dollars en 2023. malgré des recettes énergétiques importantes. Oui. Cela semble étonnamment bas. C'est vrai. Et cela soulève une question importante sur la confiance des investisseurs et le climat des affaires en général. L'incertitude et les conflits commerciaux peuvent certainement dissuader les capitaux étrangers. Qui sont pourtant cruciaux pour la diversification et la croissance économique. Tout à fait. Tout cela a un impact profond sur la jeunesse algérienne. Le rapport dresse le portrait d'une population jeune marginalisée et frustrée. Avec plus de 65% de moins de 35 ans. C'est une énorme population. Oui. Et les sauts de chômage des jeunes sont alarmants. Environ 40% en général. Et même 60% pour les femmes diplômées. Chaque année, plus de 400 000 jeunes entrent sur le marché du travail. Et l'économie ne crée tout simplement pas suffisamment d'opportunités pour les absorber. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est le décalage signalé entre les compétences et la formation dispensée par le système éducatif et les besoins réels de l'économie. Oui, ce décalage alimente la frustration et un sentiment de désespoir. Et ce sentiment de désespoir, malheureusement, semble contribuer à la fuite des cerveaux importante que connaît le pays. Oui. La statistique de plus de 18 000 médecins algériens travaillant à l'étranger en 2023 est stupéfiante. Cela met vraiment en évidence la perte de capital humain précieux.
Tout à fait. Le rapport évoque également les échecs des programmes de soutien à l'entrepreneuriat comme l'ANCG. Oui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-bas? Le rapport pointe du doigt des problèmes de corruption et de mauvaise gestion. Comme des facteurs clés qui minent l'efficacité de ces programmes Au lieu de favoriser un véritable entrepreneuriat, et de créer des entreprises durables. il semble avoir été en proie à des inefficacités et à un manque de supervision adéquate. Ce qui contribue encore à la désillusion des jeunes qui cherchent à construire leur avenir en Algérie. Enfin, plongeons-nous dans le point de vue de l'expert cité dans le rapport. Abdelghani El Arras. Oui? Quelles sont ses principales conclusions concernant les défis auxquels l'économie algérienne est confrontée? El Arras propose une évaluation assez sévère, soulignant les problèmes structurels profonds qui continuent d'entraver le développement malgré les revenus importants provenant du gaz et du pétrole. Ce qui est fascinant ici, c'est sa réaffirmation de la dépendance extrême aux hydrocarbures. Plus de 90% des exportations Environ 60% du budget. et 40% du PIB. Il établit un contraste clair avec les États du Golfe qui ont investi stratégiquement leurs richesses pétrolières dans la diversification de leurs économies. Il souligne également le climat des affaires peu attrayant, pointant du doigt la bureaucratie, le manque de transparence et le rôle important du secteur informel. Oui? Et il n'hésite pas à aborder l'inflation persistante et la baisse du pouvoir d'achat des Algériens ordinaires. Exactement. Il cite des chiffres comme un taux d'inflation de 9,32% en 2023 et de 6,8% en mai 2024. Soulignant la pression continue sur les finances des ménages. C'est ça. Il souligne également le déficit critique en infrastructures de qualité. Essentiel pour attirer les investissements et soutenir l'activité économique. Tout à fait. Et la Haas aborde même les allocations budgétaires controversées, telles que les 25 milliards de dollars importants destinés aux importations d'armes en 2025. Soulevant des questions sur les priorités de dépenses. Oui. Et il conclut par une perspective assez sombre sur le contexte international, notant les conditions de plus en plus défavorables. Y compris les impacts potentiels des politiques commerciales américaines. Et les fluctuations des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Son dernier point est un appel fort à une transformation politique et économique profonde. Alors que nous synthétisons ces informations de l'éco-business et d'Abdelghani et Al Arras. Le tableau qui se dégage de l'économie algérienne après l'Irak est celui de contraintes importantes. Oui, le tournant économique espéré semble avoir été manqué. Avec une dépendance persistante aux hydrocarbures, une diversification limitée, des défis sociaux et économiques persistants, et une relation complexe, parfois tendue, avec les partenaires internationaux. En effet. Alors pour vous, chers auditeurs, compte tenu du potentiel inhérent de l'Algérie, ses ressources énergétiques, sa population jeune, quels changements fondamentaux dans les politiques et la gouvernance pensez-vous qu'il faudrait pour ouvrir la voie à un avenir plus prospère et durable en serre? Un avenir qui dépasse l'état actuel de contraintes si clairement décrit dans ces rapports. C'est un défi complexe qui repose sur l'interaction entre la volonté politique, les réformes économiques et les aspirations du peuple algérien. Beaucoup de choses à considérer. Merci de vous être plongé avec nous aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.